Bonjour à tous. À partir de 12h55, dans la grande table des idées, reprendre le fil de ces vies brisées. Au lendemain de l'assaut lancé par la Turquie contre les Kurdes de Syrie, rendez-vous avec la journaliste Cécile Aignan qui a couvert plusieurs conflits au Moyen-Orient et le photographe Patrick Chauvel, double lauréat, prix photo, prix du public, à la 26e édition du prix Bayeux des correspondantes de guerre qui s'est achevée hier. Mais d'abord, c'est ça la beauté de la jeunesse, avoir 30 ans, avoir encore le temps. 5 ans après Momie, prix du jury, Mathias et Maxime est un film tendre sur l'amitié et l'ambiguïté, voire la confusion des sentiments. Présenté en compétition officielle à Cannes cette année, Xavier Dolan y joue et il réalise. Il est surtout notre premier invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Maxime doit prochainement partir en Australie. Besoin de changer de vie, de s'éloigner d'une mer asphyxiante. Un dernier week-end entre amis, face caméra, il va embrasser son ami Mathias pour répondre à un pari perdu. Un simple baiser qui va semer le trouble en lui, en eux. Bande-annonce. Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant? Eh boy, jamais fait de la vaisselle, là, ce que? Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erika. Le gars qui se french. Tu dis ou je l'avais pas dit qu'elle nous gosserait avec son esti de film plat? Là, t'as dit à moi que t'allais faire tes affaires de ton côté. Fait que fais tes affaires de ton côté, puis arrête de faire chier mes amis que t'es idées de merde. C'est pas une idée de merde, là. C'est juste que ça aurait été pas que tu nous dises avant. Qu'est-ce que ça fucking change? Vous arrêtez pas de comme faire des tresses puis genre de wrestle comme des hosties de wack. Je pense que ça va me faire du bien l'Australie. Qu'est-ce que t'en vas faire là-bas? Je sais pas, changer d'air. Changer dû. Puis ta mère, mettons. C'est des nouvelles de ton frère? C'est ma tante Gina qui fait s'occuper d'elle. Là, c'est le temps de prendre soin de toi, mon jeune. On dirait que je suis un peu dans ma tête ces temps-ci. Je vois des choses que je voyais pas avant. Je pense à des choses auxquelles je pensais pas avant. Tu sais, Matt, on se pose tous des questions un jour ou l'autre, hein? C'est ça, la beauté de la jeunesse. Avoir 30 ans. Avoir encore le temps. 8e film en 10 ans, premier long présenté à Cannes, J'ai tué ma mère. Et aujourd'hui, à 30 ans seulement, Mathias et Maxime sur nos écrans. Bonjour Xavier Dolan. Bonjour. Cette intensité, cette rapidité, pour nous les escargots, c'est quand même assez vertigineux. Vous avez la tête qui tourne parfois? Oui. Oui. Ben, c'est sûr que, je sais pas, je pense que ça doit être l'âge. Je vieillis, puis faire des films devient... on dirait que c'est toujours plus intense, mais ça me prend davantage de temps à m'en remettre. En même temps, il y a toujours une idée qui vient derrière, puis qui me fait tourbillonner, puis qui me fait espérer, puis penser à la suite. Donc, c'est vrai que je ne m'accorde pas vraiment de pause entre chaque film. Personne ne m'a imposé ce rythme en 10 ans, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est vrai que pour ma trentaine, j'ai envie de ralentir un peu. On se pose tous des questions un jour ou l'autre. Visiblement, c'est aujourd'hui pour vous. Mais c'est ça la beauté de la jeunesse. Avoir 30 ans, avoir encore le temps, c'est vrai. L'homme de 30 ans, il ressemble à quoi, Xavier Dolan? Qu'est-ce qui le distingue de l'homme de 20 ans, celui qui a fait ses débuts au cinéma? Ben, hormis le fait que j'ai l'impression d'avoir une expérience de cette industrie, puis de ce milieu, puis de cette business et tout, il y a pas quelque chose qui me distingue des autres hommes de 30 ans. Je pense que on l'entend souvent, en tout cas mes amis qui ont 40, 50, 60 me disent, tu vas voir, la trentaine, c'est vraiment bien, c'est la vingtaine, on est encore jeune, mais on fait plus les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, puis j'ai vraiment l'impression que pour moi, c'est ce que ça va être. Vous vous projetez encore aujourd'hui? Vous imaginez comment vous serez à 40 ans? Non, j'imagine jamais ça. J'imagine où est-ce que je vais être dans 1 an ou 2 ans, mais c'était impossible pour moi d'imaginer où je serais à 30 ans quand j'en avais 20. Et puis ça l'est encore moins maintenant que j'en ai 30. Vous savez, si vous me demandiez qui est l'homme de 30 ans d'un point de vue générationnel, je ne saurais pas comment vous répondre non plus, hein, juste pour compléter ma réponse à votre question, si c'était incomplet ou... Je pense qu'on est des individus, puis pour moi, j'ai même pas fait un film qui parle d'une génération, j'ai fait un film qui parle de quelques individus que je connais, puis
qui ont des choses à dire, puis qui vivent certaines choses d'une certaine manière, mais après, est-ce que ça correspond aux hommes de 30 ans? Non, à vous, en fait. Ma question, c'était plus sur vous, sur moi. En homme de 30 ans, par rapport à l'homme de 20 ans. Est-ce que vous vous sentez plus apaisé ou encore plus pressé, encore plus dans une urgence de vie, plus mature, plus... Moins pressé. Moins pressé, puis plus apaisé, oui. Il y a certaines choses qui me mettent plus en colère, par contre. Certaines choses envers lesquelles j'ai moins de tolérance. Mais oui, je sens que j'ai été calmé. Je sens que j'ai été apaisé, surtout, en fait, par les amitiés de la fin de ma vingtaine, qui ont apporté un équilibre, puis un peu un sens à ma vie. Un sens plus humain que l'art ou le cinéma ou les films. Et vous leur rendez hommage aussi à travers ce film, ce qui est un hymne aussi à l'amitié, Mathias et Maxime. Ils ont la langue, ils ont le joual bien pendu, votre bande d'amis que vous avez réunis au départ, en ouverture de ce film, dans une sorte de chalet, maison pour le week-end. Des insultes, il y en a, crise de lait, déchets sales, oh my god, ta gueule hostie. Je le prononce peut-être mal, mais voilà. Ça fuse, en tout cas, dans tous les sens. Et il y a aussi des anglicismes. Ta gueule hostie d'attardé sale. C'est ça le... Ta gueule d'attardé sale. Ta gueule hostie d'attardé sale. Voilà, prenez-moi le joual, ça serait bien, avant que je vienne vous voir là-bas. Et puis des anglicismes qui envahissent la langue de certains, surtout celle de la petite sœur qui n'arrive plus à distinguer son français de son anglais. C'est un vrai massacre. Mais, ça, c'est partout. Ben, encore une fois, non. Je pourrais jamais parler au nom de toute une génération. Mais c'est vrai que moi, à 30 ans, j'ai de la difficulté à comprendre les jeunes de 15-16 ans. Là. Ils ont une façon de s'exprimer qui est très vivante, qui est très colorée, mais qui est très... comment dire, on sent que la langue n'a pas juste bougé, on sent que la langue s'est énormément appauvrie aussi, elle est truffée d'anglicisme, puis elle est... Je sais pas, je trouve pas qu'elle a quelque chose de charmant dans sa modernité. Je trouve qu'elle a quelque chose de... Ce qu'on sent dans cette langue-là, c'est pas vraiment sa richesse, c'est ses lacunes. On sent qu'un mot est utilisé à défaut d'en connaître un autre. Puis donc, c'est une langue, moi, que je trouve assez médiocre. Cette langue des jeunes de 15-16 ans. Au Québec. Puis pas tous les jeunes. Je peux pas parler pour tout le monde, mais ce personnage, en tout cas, représente quand même un échantillon qui existe, qui est réel. Et la langue, c'est important. Et le joual, c'était important pour vous aussi de le mettre en scène, en partie, dans ce film, parce qu'il est aussi question d'identité à travers la langue. C'est un marqueur identitaire, c'est un signe d'appartenance, la langue. Ben, pour nous, les Québécois, puis pour moi, en tout cas, quand je regarde un film, je m'attends à entendre des gens parler comme dans la vie. Je pense que si vous voyez, vous, un film sur la jeunesse, qu'elle soit parisienne ou d'où qu'elle vienne en France, ou disons juste la jeunesse française, et puis que la langue était aseptisée, édulcorée, lisse, droite, polie, je pense que vous n'auriez pas une sorte d'inconfort à écouter des jeunes s'exprimer de façon irréaliste. Pour moi, c'est la même chose. J'ai besoin de ressentir que les personnages sont vrais, qu'ils sont réels. Dans le film, il y a plein de niveaux de français différents. Il y a plein de langues différentes. Le message n'est pas du tout que les gens parlent mal au Québec. C'est qu'on parle toutes sortes de français, que la langue est en train de bouger, qu'elle se transforme comme le français, comme n'importe quelle langue, a toujours bougé, comme les langues se transforment toujours, d'année en année, de décennie en décennie. Et puis ce qui importe pour moi, plus que tout, c'est que ça existe, c'est que ça vive. Je connais un cinéaste, par exemple, qui avait déjà répondu en entrevue, je sais très bien qu'on ne parle pas comme ça dans la vie, mais moi, mon public est en France. Alors, j'écris des dialogues pour que les Français me comprennent. Ce qui, de toute évidence, n'est pas mon cas. C'est un choix et c'est pas le vôtre. Mais nous, on a quand même besoin des sous-titres pour suivre ici en France. Mais là, quand vous nous parlez au micro, c'est vous vous adaptez à nos oreilles? Un peu, oui, mais c'est plutôt la façon dont je parle dans la vie. J'ai pas un Québécois très prononcé, mais en même temps, moi, j'ai un père égyptien, une mère qui parle un très bon français, d'origine irlandaise, mais qui est quand même québécoise. C'est sûr que si je suis entre amis, évidemment, je ne m'exprime pas comme je m'exprime avec vous présentement. J'arrondis un peu pour qu'on se comprenne, pour qu'il y ait un échange entre nous. Mais c'est quand même pas loin de la vérité.
Vous avez besoin de sous-titres présentement, ça va? Non, ça va parfaitement. D'accord. Ouais, présentement. La langue de Tremblay, on l'appelle aussi comme ça. Vous savez, l'écrivain Michel Tremblay qui utilise parfois le parler populaire québécois dans ses pièces et qui revient sur le côté assez latin qu'on retrouve dans votre film des Québécois. Tout ce côté latin des Québécois qui parlent avec leur main, un peu comme les Italiens, qui parlent beaucoup, qui en disent trop souvent. On pourrait parler moins longtemps, dire des choses plus conséquentes. Mais on parle beaucoup, on en dit beaucoup et on aime s'exprimer. Et sur un ton assez, un peu comme les Italiens, je viens d'en parler, sur un ton assez élevé. Surtout dans ma famille où mon père était sourd, j'ai été élevé à parler assez fort, ce qui fait que quand mes petits amis venaient à la maison manger, des fois, pour le lunch, ils pensaient toujours qu'on se chicanait. Ils pensaient toujours qu'on était en train de s'engueuler, alors que je disais non, c'est parce qu'il faut que tout le monde parle fort, parce que mon père n'entend pas bien. Mais chez vous aussi, on a l'impression que ça se chamaille beaucoup. Hein? Ben, je veux dire, moi aussi, j'ai été élevé dans une famille... mais tu sais, famille d'Égyptiens, ça parle beaucoup, puis ça parle très fort, puis tout le monde s'interrompt à table, puis c'est des espèces de dialogues de sourds, des dialogues qui se croisent aussi, qui se rencontrent, où tout le monde est en train de se servir, puis en train de manger, puis en train de... Puis c'est très vivant, c'est très... Oui, c'est très latin, c'est très... il y a quelque chose là-dedans qui tient d'un espèce de désespoir linguistique, un désespoir d'être entendu, de parler plus fort que les autres, mais ça vient aussi d'une couleur intérieure, d'une texture, je pense. Mais moi, ce relief-là, j'en ai pas peur. Personnellement, tu sais, c'est sûr que les énergies excessivement calmes, je peux m'entendre avec elles, mais c'est pas les gens que je pense qui m'apprécient le plus. Elles doivent parler, ces énergies-là, elles doivent penser, que je parle très fort, que c'est très... Mais ma mère parle fort. Ma mère est quelqu'un qui parle fort. Souvent, on est au restaurant ensemble, puis d'abord, elle parle fort, puis elle parle près du visage. Et puis, donc, je veux dire, maman, là, t'es très près de mon visage, trop près de mon visage, puis tu parles très... Puis elle fait, oh, pardon. Puis là, elle se met à chuchoter comme ça pendant environ 10 secondes avant de recommencer à parler très... Mais c'est pas grave, c'est drôle, puis elle en rit maintenant, puis on en rit ensemble, mais donc, moi aussi, forcément, tu sais, je suis quelqu'un qui parle fort, puis ben, je fais parler mes personnages forts. Ça veut pas dire que tous mes personnages me ressemblent et sont identiques à moi, mais c'est vrai qu'on a tous ils ont tous, je pense, ce besoin d'être entendus. C'est d'abord un hymne à l'amitié, on le disait, Mathias et Maxime, un hymne à une amitié ou à une complicité peut-être apaisée. Les amours imaginaires, elles se construisaient déjà autour cette amitié de la rivalité entre Marie et Francis. Cette fois, il y a des oppositions, mais il y a aussi à la clé la rencontre, la vraie, entre deux personnes, entre deux êtres. Qu'est-ce qui est nous? C'est la question qu'ils posent ensemble. Qu'est-ce qui n'est pas nous? Et ça, c'est une question qui est très compliquée à atteindre. Gore Vidal, qui avait fait scandale à l'époque, en 1948, avec un livre, Un garçon près de la rivière, un roman d'apprentissage que vous citiez dans votre précédent film, Xavier Dolan disait « Le style, c'est de savoir qui vous êtes ». C'est cette quête-là aussi que vous avez orchestrée dans ce film, Mathias et Maxime. Ben, je pense que tous mes personnages se cherchent, puis que tous mes personnages cherchent à comprendre qui ils sont. Dans chaque film que j'ai fait, c'est toujours un peu là-dessus. C'est toujours sur cette question qui revient. Qui suis-je? Où vais-je? Ça paraît très vaste, mais on peut le décliner de tellement de façons différentes, dans tellement de milieux. Dans Mathias et Maxime, c'est plein de classes sociales, plein de générations qui s'entrechoquent, mais qui ont toutes l'air de se poser la même question. Qui suis-je? Peut-être moins évidemment que les protagonistes qui s'embrassent, puis qui réalisent que il y a en eux des sentiments insoupçonnés, inédits, ce qui, je pense, est très troublant pour eux. Mais oui, évidemment, ils n'ont pas l'âge. Vous faites référence à ma vie avec Geneviève Donovan. C'est un jeune garçon de 10 ans, ou je ne me suis même plus son âge, 11 ans, peut-être même 9 ans, qui se pose cette question. Là, on a des personnages de 30 ans, des hommes qui pensent savoir qui ils sont, qui pensent connaître, en fait, savoir où est leur place, l'avoir trouvée. Pour l'un, cette place-là, c'est être avocat, avoir du succès, avoir une promotion en vue, avoir une copine, un appartement. Pour l'autre, c'est n'avoir rien, qu'une mère à s'occuper, qui est toxicomane, qui lui lance une manette de télévision en plein visage, une commande de télévision, je ne sais pas ce que vous dites ici.
Peut-être ni l'un ni l'autre. Je sais même plus. Ni l'un ni l'autre, ok. Le truc avec lequel on ouvre la télévision, oui, vous vous c'est ça. souvenez? Oui, la manette, la télécommande. La télécommande, On m'a c'est soufflé ça. dans le casque. L'un a presque tout, l'autre a presque rien, mais ils pensent quand même avoir ceci qu'ils savent qui ils sont, où ils vont, et ils réalisent que non, finalement. Ils sont amis depuis toujours, ils sont comme des frères, puis le simple fait de s'embrasser fait naître en eux un doute qui finit par les consumer. Chacun réagit différemment. Il faut voir le film pour voir comment, mais et ce qui est à l'origine de cette question-là, c'est évidemment qui suis-je, comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit, oui. Et c'est un film sur le trouble, et c'est un film sur cette question qui n'a jamais de réponse arrêtée aussi, quels que soient les âges de la vie. Maxime, le personnage que vous incarnez, se sent plutôt en trop dans la vie de sa mère, qui l'empêche de s'autodétruire, dans celle de Mathias, qu'il sent confus, en souffrance, après ce baiser qu'ils ont réalisé pour ce film amateur, comme s'il voulait ne pas en être la cause. Et puis, Mathias, il a tout, il a l'argent, il a le bon job, il a l'aisance sociale, il a la femme, il a la beauté aussi. Maxime, lui, il a un job d'appoint, il a une mère alcoolique, il a un frère absent qui est le préféré, il a cette tache de vin qui lui traverse la joue. Pourquoi avoir voulu jouer sur les oppositions aussi de ces deux personnages? Ben, si les deux personnages étaient identiques, je pense qu'il n'y aurait pas nécessairement de conflit. Il y a du conflit pour vous? Ben oui, un conflit. Il y a quelqu'un qui n'a rien et qui donc n'a rien à perdre et a une curiosité envers le sentiment qu'il ronge, et l'autre qui n'en a absolument aucune parce qu'il sait que ce sentiment existe et qu'il menace de détruire tout ce qu'il a construit. Alors que c'est beaucoup plus simple que ça finalement, je pense, et les personnages le savent juste pas, mais... Et donc il y a un conflit parce qu'il y a des opposés. Et je pense que si les personnages étaient identiques dans leur façon de réagir au conflit, dans leur façon de... on aurait deux personnages qui veulent absolument vivre cette tension, aller au bout, ou deux personnages qui refusent de la vivre, ce serait quoi le film? Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir des contradictions, une dichotomie comme ça. Je pense que c'est de là que naît le relief d'un film, puis le fait qu'il y ait une tension, parce que il y a deux réactions contraires, mais qui cheminent dans la même direction, donc on sait que le conflit grandit puis évolue, au lieu de juste stagner. Si les deux avaient la même façon de réagir, si les deux se ressemblaient autant. Puis pour moi, c'est vrai que quand je construis des personnages, j'aime bien avoir un blond puis un brun. Psychologiquement, je veux dire. Tu sais, j'aime j'aime ce contraste-là. Je pense pas qu'il soit manichéen. Chacun de ces personnages-là ont leurs problèmes, leurs défauts, leurs textures et tout. Mais... le personnage de Mathias m'intéresse particulièrement parce que c'est un personnage qui réagit au conflit de façon extrêmement enfantine, puis avec énormément d'orgueil, qui est dans le déni en fait, mais ça cache une blessure profonde, ça cache une grande insécurité. Alors que, curieusement, c'est drôle, hein, parce que Maxime, lui, n'a rien dans la vie et il est prêt à perdre quelque chose, à se perdre, à perdre son équilibre, à se remettre en question pour explorer quelque chose avec son ami, pour comprendre, parce qu'il est curieux, il veut comprendre. Et pourtant, lui, il n'a rien dans la vie. Mais il a cette ouverture d'esprit, alors que l'autre a tout, mais ne l'a pas. Alors, au début, il y a le groupe, puis après, il y a ces deux solitudes presque dans le groupe. Le film aussi, il est construit sur cette dichotomie, sur cette opposition entre une première partie très extravertie, très parlante, pas bavarde, mais parlante, très vivante, très loquace, voilà. Et une deuxième partie beaucoup plus en pudeur, beaucoup plus en retenue, caméra à l'épaule, des ruptures de rythme. Vous avez, on le voit aussi, Xavier Dolan, dans ce film, expérimenter d'autres manières de faire ou d'autres manières de dire. Vous avez aimé filmer les silences? Énormément, mais oui. Je pense que dans un groupe, justement, comme on habitue le spectateur à un rythme de parole qui est extrêmement... un débit qui est très élevé, puis une sorte de cacophonie, un bruit collectif et tout, je pense que c'est intéressant après la rupture, le manque de cette parole qui est remplacée par une chronique de la vie de ces deux personnages qui pensent l'un à l'autre, chacun de leur côté, et qui deviennent finalement très seuls sans ce groupe-là. Et pour moi, c'est là que les silences et les regards deviennent primordiaux. Primordiaux?
Parfois, je dis des mots, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais existé. Primordiaux, on dirait que c'est laid, tout à coup, ça c'est une sonorité déplaisante. Mais enfin. Et là, ils existent des deux côtés de l'Atlantique, donc c'est parfait. Oui, on se comprend bien, en fait, enfin, une rencontre linguistique, oui, un rendez-vous qui n'est pas manqué. Est-ce que vous aimez le son du silence, Xavier Dolan? Mais oui, mais c'est un son qui est tellement bruyant, c'est quelque chose qui est assourdissant, surtout quand on sait le malaise, puis quand le groupe revient dans le film, parce que le groupe revient évidemment dans le film, après qu'on l'ait délaissé, le groupe se reforme, se retrouve, et là on voit que lui aussi est habité puis animé par ses silences et ses regards. Tout le monde se regarde regarder quelqu'un qui regarde l'autre, et puis les silences ont pour moi un sens encore plus fort parce que tout le monde parle tellement, dit tellement de choses, mais évite l'essentiel. Comme souvent dans la vie, évidemment. On veut fuir la confrontation et puis donc on parle dans le vide, puis c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Je suis sûre que vous avez aimé la version de Simon & Garfunkel. J'aimerais savoir si vous aimez celle du groupe Chromatics, Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Voilà, on a fait quelques échanges de playlists pendant ce temps et notamment la dernière musique du film, de votre film Xavier Dolan, Mathias et Maxime, Sound of Zula. Ce Sound of Silence, vous aimez bien? J'adore, c'est Song of Zula, comme chanson. Song. Ouais, oui, song. Song. C'est pas sound. Mais non, mais je dis l'anglais, moi ça me réussit pas du tout. Non, mais parce que on vient d'écouter Sound of Silence. Ouais, donc, c'est ça. Je voulais que les gens sachent. En tout cas, là, c'est le groupe Chromatics. C'est une reprise donc, du Simon & Garfunkel. C'est extrait de leur nouvel album, Closer to Grey, 7 ans après Kill for Love. Une ambiance peut-être plus litchienne que dolanienne, quoique. Et Chromatics, ils seront à la Grande Halle de la Villette à Paris dans le cadre du Pitchfork Festival. Ce sera le 1er novembre prochain. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. La Queer Palm à Cannes, qui valorise la représentation LGBTQ, qui vous avait été attribuée pour Laurence Anyway, et que vous aviez refusé au nom d'un monde que vous refusez de voir fragmenté en petites communautés étanches. Cette année, c'est la Française Céline Sciamma qui l'a eu et qui l'a accepté pour son film Portrait de la jeune fille en feu. Après la projection, vous avez dit avoir adoré ce film, fait par une femme, avec que des femmes, et vous avez eu cette très belle formule « Je me suis sentie bien là, romantiquement et psychologiquement, en l'absence d'hommes ». Je vous propose d'écouter les mots d'Adèle Haenel. On voulait parler de l'histoire d'amour pour elle-même. Et en fait, pour parler de l'histoire d'amour pour elle-même et parler de cet amour-là, de deux femmes
à cette époque-là, et puis même de manière générale, je crois qu'on n'a pas trop le choix que d'opter pour le suspens. Parce que sinon, en fait, tout le reste prend la place. Toute l'oppression prend la place et ça devient le discours de l'amour, alors qu'en fait, il y a un truc intérieur à l'amour. C'est le projet, hein. Un film qui veut en parler, qui veut en donner aussi. En ce sens, vous avez un peu suivi la même route, tous les deux. Filmer l'intériorité, filmer la confusion, filmer l'intériorité de l'amour, en fait. Et pourtant, c'est drôle parce qu'on le fait vraiment, on le fait tellement différemment, mais je ne sais pas si Céline, elle voit mes films. Moi, j'ai vu certains des siens. Si, pour moi, quand j'ai vu son film, c'était tellement... délicat. C'était tellement délicat, oui. C'est assez loin d'ailleurs, ce que je fais qui peut être parfois assez gros ou plus épais. Mais ça, c'est qui, je veux dire, chacun de ces cinémas a sa valeur. Puis c'est drôle parce qu'on est, j'ai l'impression parfois, elle et moi, comme tant de cinéastes, de réalisateurs, réalisatrices, on est parfois comme sur deux planètes, mais on est dans le même univers. Puis ce qu'elle fait, la façon dont elle parle de l'amour au féminin à cette époque et la façon dont elle le filme, la façon dont elle c'est remarquable. Puis elle a dit dans le supplément du Monde, dans une interview que j'ai lue dernièrement, mais je ne sais pas ça fait combien de temps en fait, elle a dit que les hommes, les acteurs ressentaient une frustration de ne pas tourner avec elle et qu'elle les comprenait parce qu'elle-même avait été toute sa vie, je pense, amoureuse de films qui ne l'aimaient pas. Puis je comprends exactement ce qu'elle veut dire en fait parce que, évidemment, avant de faire des films, on se cherche dans les films des autres. Puis il n'y a rien de pire que d'aimer un film dans lequel on ne se trouve pas, dans lequel on n'est pas, auquel on n'est pas convié. Parce qu'on est différent, parce qu'on vient d'ailleurs, parce qu'on... Voilà. Mais vous aimez filmer les femmes autant que les hommes? Non, j'aime plus filmer les femmes que les hommes. Je sais pas. Parce que c'est... Ouf. Parce que ça m'intéresse davantage. C'est juste... C'est un autre niveau, c'est une autre dimension. Il y a des hommes qui ont une intériorité très belle, mais j'ai envie de vous dire, les hommes que j'ai le plus aimé filmer dans ma vie, c'est des hommes qui ont une femme très forte en eux. Qu'ils soient hétéros ou homo, ça n'a rien à voir. Je vous parle d'hommes qui ont une sensibilité, une féminité. Mais c'est vrai que les femmes sont disponibles, les femmes s'ouvrent. Les hommes, souvent, sont fermés. Il faut les ouvrir nous-mêmes, c'est compliqué. Merci beaucoup, Xavier Dolan. Vous les ouvrez quand même un peu, ces deux hommes, Mathias et Maxime, dans votre film qui sort en salle mercredi. Merci d'être passé autour de cette grande table.